L'école inclusive, ça se construit au quotidien. Elle bouscule nos pratiques, nos organisations, nos certitudes, autant qu'elle nous projette vers une société plus ouverte, dans laquelle chacun et chacune y fait sa place. Je suis Nathalie Dreyfus, animatrice d'Être prof le podcast, qui entre dans les classes et le quotidien des enseignants. Bienvenue dans ce numéro hors série. Dans cet épisode, entre ambition et complexité, Ludivine et Marion nous racontent comment elles construisent, pas à pas, une école vraiment ouverte à tous. Je suis Marion Renaudy, j'ai 34 ans et j'ai enseigné pendant 10 ans en école élémentaire et en maternelle, mais surtout en cycle 2. Je suis Ludivine, j'ai 38 ans et je suis maman de 2 filles. Je suis enseignante depuis 2012 et la première fois que je me suis posé la question et que je me suis retrouvée face à l'inclusion, c'était il y a 3 ans déjà. J'en garde un souvenir mitigé, à la fois déroutant, mais très constructif pour moi. Elles ont chacune leur expérience de rencontre avec la différence. Des expériences qui les bousculent et qui les interrogent. La première fois que je me suis posé la question de l'inclusion, c'était en 2005, et j'avais 15 ans. Donc j'étais en 3e et mes profs de collège s'opposaient au projet de loi d'inclusion. Je me souviens plus bien du titre, mais c'était cette loi qui souhaitait que les personnes en situation de handicap aient plus de place dans la société, et notamment au sein de l'école. Et je me souviens donc du haut de mes 15 ans de ne pas avoir compris leur refus, leur opposition. Et je me rappelle de cette phrase de mon professeur de français, qui s'appelait Madame Perrault, ça s'invente pas. Elle disait « Évidemment qu'on n'a pas envie de les exclure, mais si j'ai un élève aveugle qui arrive demain, j'apprends le braille dans la nuit ?» J'en garde un souvenir très vivant, car c'est cette même ambivalence qui m'a parfois accompagnée en tant que professeur des écoles avec un élève en situation de handicap. Elles ont chacune leur vision de ce qu'est ou ne devrait pas être l'inclusion. L'inclusion, pour moi, c'est permettre à tous les enfants de recevoir à l'école publique les connaissances et les compétences nécessaires à leur développement, quelle que soit leur situation. L'inclusion, pour moi, c'est apprendre la tolérance, c'est encourager le vivre ensemble pour les citoyens de demain, et c'est pour nous, enseignants, réussir à donner sa chance à tous. Entre leurs idéaux et la réalité, Marion et Ludivine nous disent naviguer à vue, acceptant de sortir des sentiers battus, de transformer leur pédagogie. Elles se souviennent avec précision de cette première rencontre. Nous sommes en 2016, c'est ma 2e année d'enseignement. Et j'ai un CM1, CM2 en RED+, c'est mon premier CM1, CM2, c'est mon premier RED+, et c'est le premier jour d'accueil de David. Il a 11 ans, il est en CM2, il a doublé une fois le CE2, et on me l'a présenté comme chaque fois que j'ai eu un élève en situation de handicap. Donc très factuellement, il a un PPS, donc un projet personnalisé de scolarisation. Évidemment, j'ai pas eu accès aux documents en amont. On m'a dit qu'il avait une AVS l'après-midi, et on est le jour de la pré-rentrée. Je cherche à en savoir plus sur cet enfant, mais dans cette école en REP+, il y a un très fort turnover, et aucun des professeurs présents ne l'a eu en classe, cet élève. Ils ne l'ont vu qu'en récréation rapidement, et me disent qu'il a un retard de langage et de motricité. Donc soit tout de même très peu d'informations. Donc le jour J, on est 2 jours après la rentrée, donc le jour d'arrivée de David, il est arrivé 2 jours plus tard, et il arrive en classe un vendredi après-midi à 14h. Et donc je vois pas les parents évidemment, parce qu'on me l'accompagne dans la classe, la nouvelle directrice de l'école me l'accompagne, et j'ai aucune information sur la venue d'une AVS qui était censée l'accompagner, parce que la personne qui l'accompagnait l'an dernier a fini son contrat, et donc une nouvelle personne est censée être nommée. Donc là, c'est un accueil qui se fait dans le brouillard le plus complet. David me demande plusieurs fois qui je suis et pourquoi la maîtresse n'est pas là. Je présume que ce qu'il veut dire par là, c'est que sa maîtresse de l'an dernier, pourquoi c'est pas elle en fait. Ou alors la maîtresse qui l'avait l'an dernier qui est partie, pourquoi est-ce qu'elle n'est plus là? Et donc j'essaye de lui répondre un peu clairement, mais en fait il me repose la question, vraiment la réponse que je lui apporte n'est pour lui pas claire. Et il me demande aussi où se trouve Dominique, donc que j'ai présumé être le prénom de la AVS de l'an dernier, et je n'avais pas non plus d'informations à lui donner là-dessus. Je suis un peu tendue, j'essaie de pas le montrer, mais en fait c'est pas une situation vraiment apaisée où je sais ce que je fais.
Une rencontre faite d'incertitudes et de tant de questions encore sans réponse. C'est le premier jour, la rentrée, et j'accueille dans ma classe un élève autiste qui est déjà accompagné depuis quelques mois d'une AESH, et il a conservé la même personne à ses côtés à la rentrée. Les premiers jours déroutants, il refuse de me parler à moi, son AESH est sa seule référente, et c'est difficile de se projeter en se disant mais comment ça va se passer, comment je vais faire s'il refuse de me parler à moi, alors que je vais être sa référente pour l'année. Comment je vais faire pour l'aider? Elles se préparent, elles anticipent comme elles peuvent. Pour l'une, ce sera la lecture d'ouvrages. Pour l'autre, tout se mise sur la rencontre. Je m'étais préparée en lisant des livres un peu pendant l'été, alors je ne savais pas que j'aurais cet enfant, mais sur l'inclusion, sur la différenciation, notamment en français et en mathématiques, sur des exemples pratiques qui permettent à un enfant de recentrer son attention seul quand il en a besoin, un coin musique avec des casques audio bien sûr, des puzzles, etc. Et côté pratique, là, en ayant fait sa connaissance pendant le week-end, je me suis préparée en le constituant un cahier des activités de langage et de calcul autonome sur lesquelles il pourrait parfois travailler quand son attention ne lui permettait pas de suivre un cours de CM2 en groupe classe. Mais je n'avais pas anticipé la préparation que demande la collaboration avec un ou une AVS, ce que j'ai fait pour les années suivantes. Je savais, comme j'étais déjà dans l'école, que j'allais accueillir cet élève, et du coup, j'avais pu parler avec la collègue qu'il avait eu l'année précédente. On avait échangé sur ce qu'elle avait pu faire elle de son côté, les outils qu'elle avait mis en place, notamment des pictogrammes. J'avais été sensibilisée un petit peu à ce qu'on pouvait mettre en place pour lui. Donc, je savais que je ne pouvais pas avoir les mêmes attentes que pour les autres élèves. Je connaissais son cahier d'outils et je me suis basée aussi sur ce que l'AESH m'a dit qu'il était capable de faire. Elles se lancent, puis elles se demandent si elles seront capables de proposer à cet élève de quoi construire son propre parcours d'apprentissage. J'étais très angoissée de ne pas arriver à lui apporter ce dont il avait besoin. Et donc, je mettais un peu tout ça sous le tapis en attendant qu'il arrive. Évidemment, quand il est arrivé, j'étais extrêmement nerveuse. Je me sentais trop peu informée sur ses difficultés, comme sur ses axes de progression, parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire que moi, je voulais pas avoir son diagnostic. Ça m'importait pas. Moi, ce que je voulais savoir, c'est sur quels axes est-ce que je peux travailler et sur quels axes ça n'a pas d'intérêt. Typiquement, sa mémoire de travail, est-ce que c'est intéressant de la travailler en lui proposant des situations où il doit me dire sa mémoire de travail, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut que je prenne en charge en faisant des consignes détachées, etc. Enfin, des choses comme ça où j'avais pas d'informations. Et ce manque d'informations, cette confusion, elle me créait beaucoup de nervosité. J'avais l'impression d'une mission impossible, donc c'était un peu entre la nervosité et le découragement. Et la réponse que je recevais de mes collègues, etc., c'était tu vas faire connaissance avec lui, tu vas trouver ce dont il a besoin. En fait, ça me mettait une pression énorme, parce que j'avais, entre autres, quand même, une classe de 22 élèves de CM1, CM2 en REP+, à gérer, avec d'autres élèves qui avaient des besoins particuliers, évidemment. C'est-à-dire que lui, il avait un PPS, mais il y en avait d'autres qui avaient d'autres troubles qui n'étaient pas de ce niveau-là, peut-être, mais qui étaient quand même à questionner, notamment des élèves allophones, qui avaient aussi besoin de moi. Et donc, la réponse de « t'inquiète pas, tu vas faire connaissance avec lui », ça me mettait beaucoup, beaucoup de pression. Elle se demande comment ça va se passer avec les autres élèves. La question centrale restant celle des possibles crises pour certains handicaps, qui pourraient venir fragiliser l'élève, la classe, voire les déstabiliser, elle. Psychologiquement, pour moi, j'étais prête. J'avais vu les crises qu'il était capable de faire. Je voyais aussi comment l'éducatrice spécialisée, l'ESH, gérait ces moments de crise. J'avais déjà pu exprimer mes inquiétudes, mes questions sur comment on réagit quand il refuse de s'habiller, qu'il se roule par terre, qu'il se met à pleurer. Voilà, comment on peut faire pour gérer ça? Ludivine et Marion disent toutes les deux combien l'aide d'une AESH est précieuse. Elle est même incontournable dans la réussite de cet accueil.
J'étais seule préparer cette arrivée, mais au bout de 3 mois de classe, une AVS a été nommée pour David. Donc 3 longs mois pour moi. Mais mine de rien, j'ai quand même réussi à prendre mes marques avec lui. Et donc, elle est arrivée dans un terrain où c'était pas, c'était pas le chantier, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des choses qui étaient un peu mises en place. Donc cette AVS, elle s'appelle Khadija. Elle a aucune expérience d'AVS, c'est son premier poste, mais elle arrive vraiment avec une envie chevillée au corps de travailler avec des enfants en situation de handicap. Et sa bonne volonté, combinée à mon début d'expérience, c'est ça qui m'a permis de mieux connaître David, et ça a fait naître une collaboration assez riche entre nous deux, entre l'AVS, donc Khadija et moi, qui nous a permis de lui concocter un programme d'activité taillé sur mesure, en fait niveau CM2, mais adapté à ses possibilités et à son rythme. Et c'est cette collaboration, et je veux vraiment la remercier encore pour ça, qui ont permis de donner corps à ce projet d'inclusion. Une personne donc qui tisse un lien particulier avec l'enfant, avec sa famille, qui le connaît, lui, et apprend à faire le pont entre le code de l'école, l'enseignant et l'univers de l'enfant. La première aide que j'ai reçue, c'est d'abord celle de l'éducatrice spécialisée, qui l'a un petit peu aidé. Il était accompagné à la maison et elle a fait la transition aussi avec l'école. Il a fallu gagner la confiance de la famille pour qu'ils acceptent un peu de nous expliquer leur quotidien, qu'on se rende compte aussi de ce qu'ils vivaient. Et ensuite, l'AESH a été un fort soutien. La chance d'avoir quelqu'un qui s'implique aussi dans cet accompagnement-là et qui m'a permis de pouvoir ensuite évoluer aux côtés de l'élève. Passé la période où on prend ses marques, où les prémices de liens à tisser s'installent avec l'élève, avec l'AESH, vient la question des apprentissages, avec en arrière-plan cette question lancinante. Vais-je réussir à apporter à l'enfant ce dont il a besoin ? On cherche des ressources adaptées, on se forme. La source principale d'aide que j'ai pu recevoir, c'est les forums sur Internet, c'est les formations du centre de ressources autistiques auquel j'ai pu assister, m'inscrire en auto-formation, et j'ai pu assister, poser mes questions, repartir avec des bagages. On est rentré doucement dans les apprentissages. Une adaptation du temps de travail, d'accepter aussi que l'AESH assiste à la présentation de l'activité, qu'elle le fasse avec moi et lui, voilà. Mais finalement, souvent, elle reprenait en solo dans un moment plus calme où elle était seule avec lui à l'écart de la classe. Au quotidien, donc le quotidien de David au sein de la classe, en situation d'apprentissage, c'est lui concocter des situations qui demandent un raisonnement de déduction. C'était vraiment son point fort. Le reste est très compliqué à mobiliser. Donc il faut s'efforcer de tourner les enjeux d'apprentissage vers des questions qui seront réglées avec une logique de type si, alors, Donc c'était en fait un gros travail de pédagogie pour moi, vraiment qui était en début de métier, mais même après, de vraiment essayer de tourner ça de manière d'une déduction logique pour lui. Mais ça m'a servi après avec d'autres élèves qui en avaient besoin aussi. Un véritable travail de chercheur pour trouver la bonne porte d'entrée. Un travail qui sert finalement aussi aux autres élèves. Car ces compétences professionnelles développées pour un élève profitent forcément au plus grand nombre. Grâce à ces activités de niveau CM2 mais adaptées à sa façon d'apprendre, on parvient petit à petit à l'aider à progresser, à trouver sa place dans la classe avec les autres. Il sera orienté vers une SECPA en fin d'année, on lui en parle, pour lui il n'y voit pas de problème, sa maman non plus. Il y a eu quand même des moments de solitude et comme je le disais, il s'est distancé de moi au départ. Donc j'ai pas eu cette relation de confiance que j'aurais aimé avoir avec lui. Néanmoins, j'en garde quand même cet apprentissage d'avoir réussi à travailler avec l'AVS de la manière qui l'aide au mieux et d'avoir réussi à adapter mes cours pour que ça fonctionne pour lui. On peut dire que sur l'année où j'ai travaillé avec Céliane, les progrès ont été vraiment palpables.
Il s'est de plus en plus senti à l'aise dans la classe, il y avait moins d'absences, il arrivait à venir plus régulièrement à l'école. Outre les situations d'apprentissage académique sur lesquelles Ludivine et Marion ont réussi à installer des pratiques opérantes, la question se pose de l'apprentissage social, de la relation aux autres. Dans les relations avec les autres, ici, lui, les jeux vers lesquels il va, qu'il propose instinctivement, ce sont des jeux qu'on verrait en grande section maternelle CP. Des jeux de poursuite, des jeux de cache-cache, choses comme ça. Et donc en CM1, CM2, les intrigues amoureuses, popularité des élèves de la classe, ça l'intéresse pas du tout. Il en vient très facilement aux mains avec un camarade en cas d'injustice perçue, un peu comme en fin de maternelle, au début de CP. En fait, le langage ne lui permet pas encore de régler les situations de conflit autrement qu'en en venant aux mains. Un apprentissage parfois en décalage, mais qui montre ici toute la force du projet d'une société inclusive. Apprendre à vivre avec la différence. Tout doucement, il s'est ouvert à une camarade en particulier qui était calme et qu'il acceptait de se ranger avec elle, par exemple, de jouer avec elle dans la classe. Voilà, il a réussi vraiment à avancer sur ces projets-là, sa relation avec les autres. C'est vraiment agréable de le voir comme ça. Alors Marion et Ludivine tâtonnent, osent, réussissent, font réussir, trébuchent parfois, mais apprennent toujours. J'ai aussi beaucoup appris de cette année parce qu'il a su aller chercher, me forcer à aller chercher en moi des solutions, des astuces, m'adapter et faire autrement pour pouvoir répondre à ses besoins. Marion se retourne sur l'année écoulée et y porte un regard plus construit, plus critique sur l'aide dont elle aurait eu besoin. L'année se termine et je suis toujours dans cette ambivalence que disait ma prof de français quand j'avais 15 ans, si jamais j'ai un élève aveugle qui arrive demain, est-ce que j'apprends le braille dans la nuit ? En fait, je suis contente de la façon dont s'est terminée cette année pour David, parce que, comme je le disais, il a pu apprendre des choses du niveau de CM2, il a pu trouver sa place dans la classe. Néanmoins, en fait, si jamais j'avais été outillée, je pense, j'aurais pu aborder les choses très différemment. Et souvent, ce que j'entendais dans les réunions avec donc les équipes de suivi ou tout ça, c'est que les professeurs n'ont pas besoin d'avoir ces informations, en fait, ce qui est le plus important, c'est la relation qu'on développe avec lui, etc. Malgré tout, je pense qu'il y a une grande infantilisation des professeurs. C'est-à-dire que, comme je le disais, j'ai pas besoin d'avoir le diagnostic. En fait, il y a des choses qui sont du secret médical et je le comprends parfaitement. Ce que j'ai besoin, c'est de savoir sur quels axes je peux m'appuyer et sur quels axes ça ne sert à rien et ça va pas l'aider et ça va le mettre en échec si je m'appuie dessus. Et ça, je trouve pour moi que c'est très rarement fait et on laisse les enseignants un peu tâtonner, quoi. Une critique qui leur permet à l'une et à l'autre de se poser la question. Notre système permet-il, en l'état, de faire réussir ce projet de société inclusive ? Si j'avais, moi, un enfant qui est en situation de handicap, et si j'étais parent et qu'on me disait « écoutez, on fait ce qu'on peut », c'est une situation que je ne comprendrais pas. Moi, je ne comprendrais pas que l'école publique est censée donner une éducation à tous les enfants, qui est censée donner un bagage culturel et de compétences et de savoir-faire à tous les enfants, puisse se contenter de la réponse de on le met au professeur, on essaye un peu des choses, on l'invite un peu à des réunions, etc. Et puis après, c'est au professeur de développer une relation avec lui. Pour moi, c'est inadmissible. La solitude ressentie laisse un goût amer, mais reste malgré tout la fierté. Je pense que j'aurais vraiment aimé avoir un accompagnement plus soutenu, moi, de mon côté, pour être certaine qu'au niveau des apprentissages, je lui apportais assez. J'aurais aimé qu'il puisse profiter encore plus de son temps scolaire avec la mise en confiance de la famille, limiter ses absences cette année-là. Mais ce que j'en retiens aujourd'hui, c'est que Céliane est toujours dans notre école,
que ça y est, le travail qu'on avait amorcé et que j'ai mené toute cette année-là avec la famille a apporté ses fruits, puisqu'aujourd'hui, il commence à rentrer dans la lecture dans sa classe de CP. Il joue dans la cour de récré avec tous les enfants. Il parle aux adultes comme aux enfants. Il est vraiment très à l'aise avec nous. Il sait poser une question à son nouveau maître en lui demandant vraiment ses besoins et en partageant ce qu'il ressent petit à petit. Et ça, c'est vraiment, je suis vraiment fière de cette inclusion et vraiment fière de ce que ça apporte à la classe, à Céliane et à nous aussi en tant qu'adultes. C'est en forgeant que l'on devient forgeron, certes. Mais osons quelques vœux pour notre école, pour que les élèves soient accueillis dans de bonnes conditions, pour qu'il soit donné aux enseignantes, enseignants et aux autres élèves toutes les clés pour que notre école devienne réellement inclusive. Je fais un rêve pour que notre école devienne réellement inclusive, sans sacrifier les enseignants ni les élèves. Et alors, ça prendrait quelle forme ? Pour moi, ça prendrait déjà une forme où on comprend que dans des classes où il y a un élève qui a un besoin particulier, qui a un PPS, qui a été reconnu par la maison du handicap comme relevant d'un trouble sérieux, qui soit dans une classe où il y a moins d'élèves. Si j'ai un élève à besoin particulier, il faut que je puisse avoir du temps particulier avec lui. Et donc fatalement, plus je rajoute d'élèves, moins j'ai de temps à passer avec cet élève-là. Moins d'élèves donc, du temps alloué et des moyens dédiés à cette réussite de l'inclusion. Pour que notre école devienne vraiment une école inclusive, sans sacrifier ses enseignants, sans abîmer ses élèves, sans fragiliser ses familles, et ce serait qu'on nous donne des moyens. Je sais que c'est pas toujours facile de mobiliser des moyens financiers, mais là, ce qui a marché pour Céliane, c'est le fait qu'il soit entouré de son AESH. Moi, j'ai pu être épaulée par une personne ressource dans l'année. J'ai réussi à m'auto-former sur des formations. C'est pas le cas de toutes les situations d'inclusion que j'ai vécues, que je vis encore aujourd'hui. Un projet inclusif qui nécessite de former les personnels au service de nos élèves. L'autre chose, puisqu'on en est aux AVS, moi, dans mon vœu, elles sont formées correctement, voire elles sont spécialisées dans des types de handicap. Elles sont rémunérées correctement, voilà, et on les traite comme des déesses quand elles arrivent, parce que évidemment, si on leur donne un boulot comme on leur a donné autre chose, et qu'elles doivent dire merci, et qu'on les paye à l'heure, comme c'est maintenant, c'est pas très étonnant qu'on en ait qui soient démotivés, qui en fassent le moins possible, etc., comme on l'entend parfois. Alors ne sacrifions pas ce projet de société ambitieux sur l'autel des moyens non alloués. Ce serait un gâchis. À chaque fois que j'ai eu un élève en situation de handicap, j'ai été ravie de voir qu'on pouvait l'accueillir, qu'il y avait une place pour lui, qu'on ne répondait pas froidement à ses parents, comme j'ai entendu parfois, notamment dans le périscolaire, qu'on ne prenait pas un élève avec un PPS, qu'il ne soit pas exclu. Je suis pour qu'on outille, comme je l'ai dit plusieurs fois, tous les professionnels qui s'occupent de ces élèves-là. Il faut, pour une école inclusive qui fonctionne, il faut des moyens humains, des personnes. Nous sommes face à des personnes et face à eux, il faut des personnes et pas uniquement un numéro, un chiffre. Voilà, c'est non, des personnes humaines face à de l'humain. Je suis persuadée que c'est la plus belle des relations et c'est ici et là que la magie opère. C'était le hors-série d'être prof, le podcast. Retrouvez nos ressources, nos tuteurs et tutrices sur êtreprof.fr. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, réalisée et mixée par Benjamin Massé et Yann Thierry et produite par l'Acme Productions.